Bonjour et bienvenue dans Amusez-vous bien sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la saison 5. On va parler de jeux de déduction. Mais avant ça, on lance le générique. MB présente La bonne paye. Mais qui paiera la facture? Le colonel Moutarde avec le chandelier. Il a des lunettes et une casquette. À toi de choisir. Attention au Ristiti. Qui est Docteur Maboul. T'as gagné, t'es champion. Et c'est temps que la paye arrive. Je manque des points. Mais ce n'est qu'un jeu. Monopoly. Que serait une famille sans Monopoly ? On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier et il est temps de débuter votre émission mensuelle qui parle de jeux de société. Pour commencer, moi c'est Gaëlle et je vous présente l'équipe du jour. On retrouve Marie. Bonjour. Et un petit peu, pour une partie en tout cas, Vincent. Et bonjour. À tout moment, il se casse parce qu'il a dit nous détester. Voilà. Enfin, que vous deviniez à quel moment il est parti. Ah, et bien alors, pourquoi tu dis ça Marie ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale déduction. Exactement. Donc effectivement, il va y avoir de la déduction sur quand sera parti Vincent. On n'annoncera pas. Ce sera drôle. Et on essaiera de limiter pour brouiller les pistes. Ouais, ça va être hyper facile. Regarde. Bonjour, je m'appelle... Franchement, parfait là. On s'y méprendrait. Ouais. Ah, je sais. Comment ça va autour de la table en pleine forme, Marie, à ce qui paraît ? On m'a dit. Ouais, toujours. Toujours, ça veut dire malade, ça, dans le jargon. Ouais, mais il faut se persuader que c'est pas le cas comme ça. Oui, alors pas du tout malade. Pas du Vincent ? Moi ça va, j'ai faim. Moi, ça va, j'ai faim. tout. Ouais, moi aussi, par contre. Mais vous êtes des... Je sais pas comment... J'essaie de trouver un truc de gens qui ont faim. Malandrin. Ah ok, bah des malandrins, ça va être bien. Des trolls. Allez, il aurait Aïe, fallu aïe. voir mon geste en même temps, c'est ça qui était le mieux, je pense. Ouais, c'est vrai. Avant d'approfondir cette thématique donc sur la déduction, puisqu'on est en plein dedans avec... on fait partir Vincent exprès, enfin c'est fou comme on est hyper dans le truc, C'était quoi. prévu. Bah ouais. Eh bien, on vous parle d'actualité ludique. Plein de choses amusantes, tu verras. Jouer avec mes amis. On commence tout de suite par des mini-actus ludiques. Florian Gigot est co-associé, non, ex-co-associé, c'est beaucoup de Aïe, aïe, aïe. préfixes là, de la maison d'édition Silex a monté sa propre boîte d'édition de jeux de société dit expert. Celle-ci se nomme Fantasy Games. Ça commence déjà avec mon rhume, hein, mais sent, hein, on ouais. a dit qu'on faisait croire que je l'avais pas, donc faites croire vous aussi dans vos oreilles que vous l'avez pas. Et donc prévoit uniquement des ventes en financement participatif, notamment sur GameFound pour le moment. Fantasy Games récupère une partie des jeux de société plus exigeants de chez Silex, tels que Yinzi Ming, tandis que Silex conserve ses jeux initiés. Depuis l'année dernière, le site ludique Gus & Co remet des prix à 8 catégories de jeux. Voici donc les lauréats de 2024. Il y a Wyrmspan, qui est donc le Wingspan avec des dragons, qui remporte la catégorie Gamer. Décal, qui remporte la catégorie Famille. Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu, c'est tellement un long titre, pour la catégorie Solo. Kingdom Legacy... Ah, Quoi ? et il y a eu un petit... Ouais, C'est-à-dire solo. Pourquoi c'est le duel pour le solo? c'est parce que j'ai marqué n'importe quoi, je pense. Ah. Attendez, ça a du sens ? Non, ça devait être pas solo. D'un coup, je me suis dit, Deux quoi, on joueurs, peut y jouer peut-être en solo? C'est ouf. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, je veux bien que quelqu'un vérifie l'information pendant que je dis ça, parce que pourquoi j'ai marqué solo ? Après, peut-être on peut jouer solo, mais ça n'a aucun sens, ça s'appelle duel. Bah, c'est un Seven Non, Wonders non, duel, non? C'était duel, je pense. Non, que c'est uniquement j'ai raté le mot, vraiment, en disant le contraire absolu. Peut-être c'est jeu à deux, juste, c'est le truc. Non, oui, c'était ça, jeu à deux. Parce qu'en fait, je me rappelle avoir marqué jeu à deux, il est juste plus. Donc j'ai dû supprimer un truc. Et c'est qui le solo alors? Et ben, je l'ai supprimé. Aïe, aïe, Avec aïe. le truc, voilà, je vous annonce. Et on est sur le making-of en même temps que Essayez de déduire. Oui, c'est fait exprès, Oui. bien sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que Kingdom Legacy, Feudal, Kingdom Daybreak, par contre, Oh, arrêtez. et franchement. Hein. Il y a deux fois le mot Kingdom, déjà, c'est Pitié. trop. Celle des jeux coopératifs, ça c'est voilà. Et aussi, mais oui, Ah. j'ai fait n'importe quoi. Mais non. Je me rappelle très bien. Ça, c'est le jeu solo. C'est bon, je sais. Par contre, Freelancers, ça, c'est le jeu Coopératif. coopératif et écologique. Il a remporté 2 choses. Backstories, c'est le jeu le plus innovant. Ah, voilà. ok. Donc, pour le site Je connais ludique en tout quasi cas. rien. Oui, bah écoute, moi non plus. Tellement que je me suis trompée. Donc, Restons sur les récompenses de l'industrie ludique avec le prix Zenobia 2024 qui sélectionne uniquement des jeux de société avec une dimension historique. Aussi, l'organisation ne remet que des prix à des autoristes issus de groupes plutôt sous-représentés. Plus qu'un prix, c'est un véritable mentorat qui leur est proposé. La demi-finale comportait 37 personnes et la finale 9. Mais seuls les jeux présents sur le podium ont reçu un prix. Et le grand gagnant, c'est le jeu The Porters. Voilà. Mhm. Donc il avait l'air très intéressant parce que chaque fois ça a une dimension historique, pas dans le sens que
la guerre de Ouais. 100 ans. On adore. Des trucs un peu plus mieux. Un peu plus mieux. Un peu plus mieux. L'éditeur de jeux CMON a annoncé sur Board Game Geek la réédition est ressortie du jeu Ethnos datant de 2017 pour le début 2025. Jusque-là, ça va, sauf que l'auteur du jeu a appris la nouvelle sur le site, comme tout le monde. Paolo Mori savait seulement qu'une réédition du jeu était en préparation, mais en plus de changer le thème du médiéval fantastique pour celui d'Animaux d'Asie, quelques règles ont été modifiées et une variante en solo a vu le jour sans qu'il ne soit mis au courant. Tout simplement. Non, mais médiéval fantastique aux Animaux d'Asie. Bah, tu vois pas le d'accord. rapport Ouais. Si. Si, On voilà. trouve toujours des liens, mais d'accord. Ouais. Voilà. Bah, le pauvre. Hein. Ouais, bah, il était très Force à énervé. lui. Bon, bah, je lirai les règles pour voir. Non, mais moi, je serais tellement énervée. Ouais, mais il a pris un peu. Il a pris quand même bien, mais il a dit quand même que depuis 20 ans qu'il fait ça, il a jamais vu ça, quoi. Donc, CMON, voilà. Là, Bon, bah, voilà. Pour rester sur le non-respect, la société d'édition Hasbro vient d'être accusée d'avoir menti sur la gestion de ses stocks excédentaires. En effet, après la crise du Covid, l'entreprise qui se savait en difficulté aurait affirmé que la gestion de ses stocks était sur la bonne voie, alors qu'une 50aine de millions de dollars étaient dépensés pour la gestion de ceux-ci. Le cours de l'action d'Hasbro a donc diminué de 11% et la boîte a perdu 831 millions de dollars en valeur actionnariale. Ouf. Aïe, aïe, C'est aïe. une sacrée somme. Dommage. Pour finir, une nouvelle application ludique a vu le jour. Elle a été créée au sein de l'entreprise innovante Tablescope et elle permet de compter les points d'une partie et donc de scorer, si on veut être un petit peu geekos ou quoi en fait, en prenant une photo de notre plateau de jeu à la fin de la partie. Pour l'instant, l'appli est en phase donc, de test et donc n'est utilisable qu'avec le jeu Cascadia. Donc, joue à Cascadia C'est si vous voulez tester, précis. c'est très précis. Mais le développement de 2 autres jeux sont en cours déjà pour Bonsai et Potion Explosion. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas. Ah, moi, Tu je connais connaissais Vincent, mais tu l'as dit très loin du micro. Oui. Je l'ai euh, même dit un Dans peu ta que tête, pour moi. un j'ai peu. fait. On n'a pas tout compris. Ouais. Si, moi je connaissais du coup Potion Explosion. J'y avais joué sur Board Game Arena. Ah, et est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir un truc pour compter les points après Board Game Arena, du coup, compte les points? Ce qui fait que. Ouais. Bah ouais, Du c'est coup, vrai. j'ai du mal à me visualiser par rapport au jeu normal, mais j'ai pas l'impression que ce soit si dur de compter les points dans Potion Explosion de base. Bon, écoutez, on verra si ça se fait avec d'autres jeux. Je serais curieuse de voir. Mais en même temps, je crois que j'aime bien compter les points, moi, à la fin. Ouais. Oui. Ça fait partie du jeu, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc, on verra bien. Il est temps de vous en dire un peu plus sur une actu en particulier. On zoome cette semaine sur. Bah, alors, vous ne devinerez jamais, hein, mais c'est. Et. Jeu de. Asmodée. On n'en parle jamais, mais voilà. C'est la responsable, on n'a pas trouvé. Ben oui, c'est la maxi actualité. Le groupe Embracer, à force vous devez peut-être le savoir, connaît pas. connaître plus, donc qui est un groupe qui détient encore, bah oui, Asmodée jusqu'à sa scission finale en 3 branches dans quelques mois, a eu l'occasion il y a peu d'essuyer sa dette. En effet, la société de jeux de logique sur mobile EasyBrain, appartenant au groupe, a été rachetée par la société Miniclip pour la modique somme de 1,12 milliard d'euros. La séparation et le renouvellement du groupe Embracer aura lieu d'ici mars 2025. Pour rappel, dans ce nouveau paysage, Asmodée sera seul dans sa propre branche et effectuera ce qu'on appelle un spin-off. Je ne connaissais pas ce terme, mais voilà, qui permettrait de se focaliser sur elle-même dorénavant. Pour rappel aussi, Asmodée a acquis 40 propriétés intellectuelles, dont 20 studios de jeux de société très connus pour certains depuis quelques années. Mais la société a été ralentie par des acquisitions, notamment une en 2021. Enfin non, ça c'était... D'abord, il y avait des acquisitions depuis 2021 et elle a été ralentie par un échec financier de la part du groupe Embracer. La société avait dû donc licencier des effectifs. Dorénavant, la boîte d'édition de jeux de société sera plus apte à développer sa croissance en interne et à reprendre les achats. Pour préparer ce renouveau, Embracer Group va injecter 400 millions de dollars à Asmodée afin de réduire drastiquement sa dette estimée aujourd'hui à 893 millions d'euros. Et le prêt de la société va être de nouveau financé, sachant que je vous rappelle, il y a quelques mois, je vous disais que la dette avait été mise sur, on va dire, le dos d'Asmodée parce que c'était les plus aptes à rembourser, mais qu'à la base, c'est pas eux qui avaient fait la dette, qui avaient eu cette dette de 893 millions d'euros, c'était Embracer en général. Donc, ils donnent des sous en même temps. Pour réparer les conneries des autres. Oui. C'est ça. Asmodée est confiant pour la suite puisque la société annonce une croissance à environ 18% des ventes et cela malgré une baisse des ventes chez Embracer en général au cours du trimestre dernier. Asmodée fait confiance à l'attraction de nouveaux jeux comme Lego Monkey Palace ainsi que le reste de la collaboration avec Lego qui arrive.
et The Lord of the Rings, Duel pour la Terre du Milieu, encore une fois on en parle, qui ont suscité beaucoup d'intérêt, sans oublier le succès de Star Wars Unlimited. Dans cette logique de croissance, Thomas Quegler, donc le nouveau PDG d'Asmodée, a parlé de son ambition de transformer la société en une marque reconnue, en rappelant la position de leader sur le marché européen et sa 3e place sur le marché américain. Le PDG a aussi parlé d'Asmodée comme étant la seule compagnie à éditer des jeux, distribuer ses propres jeux et ceux de tierces aux détaillants et à disposer d'un canal vente direct consommateur, qui plus est en pleine expansion. Je crois que le but c'est de la péter un max pendant la conférence. Pour continuer ce succès, Asmodée va maintenant miser sur le rachat de studios spécialisés dans le party game et les jeux de figurines. Thomas Quegler donc précise qu'il ne faut pas louper cette opportunité, surtout que j'ai envie de me boucher évidemment, donc je vais parler de plus en plus avec du surtout que nous sommes sur un marché ultra fragmenté avec environ 460 studios ludiques distincts en France. Aujourd'hui, la stratégie chez Asmodée consiste à se concentrer sur 2 éléments: les nouveaux projets pour un retour rapide sur investissement et les long sellers avec extension, etc. pour un retour plus long terme. Qu'est-ce que vous pensez de ces stratégies économiques ? Je pense que vous êtes plutôt assez à l'aise et expert là-dedans. Marie, tu m'avais dit que tu avais fait un master, je crois, en ça. Oui, exact. En Asmodée, j'ai fait un master en Asmodée. Oui. C'est ça que t'en penses, ouais. Là, je comptais sur vous parler peut-être 1 ou 2 minutes afin de me moucher dans... Je trouve que c'est à des strates tellement élevées que... Je pense qu'on se rend plus compte des sommes qui sont dépensées. Moi, je me dis juste qu'on me fait chier pour 500 € de découvert, alors qu'ils ont 800 millions d'euros de dettes. Franchement, à un moment donné... Non, c'était 892 millions. Oui, 13, bon, bah voilà. 93, c'est plus que moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, peine plus, franchement. Marie. Vincent, un avis sur le... Moi, je suis endetté pareil, donc je les soutiens. Voilà. Je suis à fond derrière eux. Si Embracers veut me donner de l'argent... Ah ouais, par contre, moi aussi. Hein. Voilà, je prends. Ah oui, mais je pense que comme ils ont la dette, je pense pas qu'ils vont vous donner. Hein. Ouais, si, parce qu'ils peuvent le déduire des impôts, c'est des dons à des associations, voilà, à des personnes de difficulté. Ok, bon, on lance un appel. Ouais. Embracers, si vous voulez nous donner de l'argent. Après, Vincent, arrête, en fait. Je t'ai vu, t'as eu plein de monnaie à un moment. Donc c'est que t'as plein de sous. Il a touché de la monnaie. Il avait genre 2 €, 1 €, plein de pièces. Putain, moi j'ai pas de pièces. J'ai retrouvé plein de pièces de 2 € chez mes parents, à moi. Voilà. C'est une blague ? Non, c'est pas... Attends, c'est fou ou pas ? Mais comment on peut oublier de l'argent juste ? Enfin, mais c'est exactement ce que je dis. Faisons une aparté juste. Attends, mais non, je l'avais pas oublié, il était dans ma tirelire chez mes parents. Que t'as jamais récupéré, parce que tu vis plus chez tes parents depuis longtemps. Oui, mais... Oui, voilà. Non mais c'est fou, je trouve. Moi, jamais. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il me reste une tirelire pleine de pièces rouges et jaunes, quoi. Mais ça me rend folle. Passe-les-nous, en fait. Il paraît qu'on peut mettre la petite monnaie sur nos comptes en banque, en fait. Ah ben voilà. Parce que moi, j'ai 7 € en pièces rouges. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais à Monoprix dans ces cas-là. Ah, faire un bon d'achat ? Non, parce que tu sais, à Monoprix, tu donnes... mais moi, j'ai un peu d'arriver avec le truc énorme et de verser tous mes pièces. On ne voit pas trop, tu fais genre... Voilà, les petits conseils en même temps du jour, quoi. Voilà. Donc bon, que ce soit Vincent ou le groupe Embracer, donnez l'argent, en fait. C'est ça qu'on voulait vous dire. Rendez l'argent aux abonnés. Rendez l'argent aux abonnés. Il est maintenant l'heure de passer à notre invité du jour. Je me demande. Pourquoi Réponds-moi. C'est oui ou bien c'est non. Réponds quand je te parle. Aujourd'hui, on reçoit une invitée chez Amusez-vous bien, c'est Cécilia Pascal qui va nous parler de déduction, d'escape game et de son expérience ludique. C'est parti. Bonjour Cécilia, est-ce que tu peux du coup te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je suis Cécilia Pascal et j'ai créé le Lapin Blanc il y a 6 ans et demi. Donc, avec le Lapin Blanc, je propose des escape games à jouer à la maison. Donc, soit des coffrets d'énigmes qu'on reçoit par courrier chez soi, soit des escape games qu'on peut jouer en ligne via des pages web, des mails, il y a différents formats possibles, ou soit certains jeux qui sont à télécharger, à imprimer. Donc, on reçoit juste les fichiers PDF et après, c'est à nous de mettre en place la partie. J'ai un deuxième volet, je fais de la création sur mesure aussi, mais là, c'est pour les professionnels. Donc, des collectivités, des musées, voilà, des lieux culturels, même aussi des entreprises. Dans ce cas-là, c'est soit pour de l'événementiel, par exemple pour des collectivités, où j'ai fait des escape games géants en ville pour une animation,
ou sinon des escape games permanents, comme un jeu que j'ai fait pour un musée, donc qui permet de visiter le musée en faisant un jeu. Et puis certains escape games que j'ai transmis ensuite à mes clients et dont eux disposent ensuite. Je les ai formés pour qu'ils puissent animer des sessions. Là, un exemple, c'est un jeu que j'ai remis à une équipe de soignantes de l'hôpital Bicêtre il n'y a pas très longtemps, pour qu'elles l'utilisent comme un outil d'éducation thérapeutique. Donc, elles utilisent le jeu pour transmettre des informations sérieuses sur une maladie à leurs patients. Voilà. D'accord, super intéressant. Comment t'es arrivée dans ce milieu-là de la création ludique? Un peu par hasard, comme beaucoup de gens, j'imagine, dans ce milieu, puisqu'il n'y a pas vraiment d'école de créateurs d'escape game. Avant, en fait, j'étais consultante en développement durable pour les entreprises et j'arrivais pas facilement à trouver des missions, à trouver du travail dans ce domaine-là. Et j'avais déjà créé des jeux. Enfin, moi, je joue depuis que je suis toute petite. Mes parents m'ont transmis un peu ce goût-là. Et j'avais créé des jeux pour une fête familiale, pour des copains qui m'avaient demandé de leur créer un jeu pour animer ils faisaient une fête pour leurs 10 ans de vie commune. Ils m'ont demandé de créer un jeu. Et donc, j'ai fait une sorte d'escape game avec des parties de leur vie dedans. Donc, des endroits où ils étaient allés, des anecdotes, des choses qu'ils aimaient, etc. Et c'est eux, à la fin, qui m'ont dit que c'était vraiment super, qu'ils ne pensaient pas que ça allait être aussi bien. Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne vends pas tes jeux? Là, moi, j'ai fait une drôle de tête, je ne comprenais pas. Enfin, je me disais, OK, faire des jeux pour les copains, ça va, mais les vendre, je ne comprenais pas. Et comme mon activité pro, elle n'était pas florissante, cette petite idée a germé dans ma tête. Et puis voilà, un jour, je me suis lancée en me disant, voilà, ça fera une activité complémentaire. Et en fait, finalement, ça a pris tout de suite beaucoup plus que le consulting en RSE. Et voilà, et après, ça a pris toute sa part. Au bout d'un moment, j'ai même fermé mon activité de consulting pour faire 100% le lapin blanc et les jeux d'énigmes. Et alors, comment ça s'organise justement? Tu dis que tu as deux volets, la création pour les entreprises et le lapin blanc. Est-ce que ça s'organise vraiment dans une journée, il y a les deux, ou comment tu différencies justement les deux projets? Ça dépend un peu des projets qu'il y a en cours. S'il y a un projet de création sur mesure qui m'occupe, du coup, je vais être plus focus sur ce projet-là, avec toujours en tâche de fond, faire de la com pour faire la promotion de mes jeux sur mon site, faire les envois, tout simplement aussi, ça c'est plus les aspects logistiques. Et puis, lorsque je vais avoir un temps calme ou que je m'arrange pour ne plus prendre de projet pro, je vais pouvoir développer un nouveau jeu pour le lapin blanc, pour les escape games à la maison. Voilà, donc c'est plutôt par vague, par phase, on va dire. Alors, est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus du lapin blanc? C'est né en quelle année? Est-ce que tu as toujours été seule dessus? Et alors, justement, qu'est-ce qui te fait avoir une escape game plutôt sur mail, etc. Enfin, comment ça s'organise? Ça fait donc 6 ans et demi que j'ai créé le lapin blanc et je suis toute seule depuis le début dans l'entreprise Le Lapin Blanc, sauf depuis septembre là, de cette année où j'ai une alternante qui m'a rejoint, donc Calista, qui travaille avec moi. Elle est plus sur le volet développement commercial. Mais bon, comme on est une toute petite entreprise, elle touche quand même un peu à tout et elle aide aux besoins là où il y a besoin de mains en plus. Et je me souviens plus de ton autre question. Tu vois, il y a Pas de souci. Et comment ça s'organise au niveau du lapin blanc? Est-ce que c'est selon le projet, tu as envie de faire une escape game qui va plutôt être imprimable, etc. Ou voilà, comment tu t'organises chaque création? Donc, jusqu'à présent, c'était un petit peu... en fait, j'ai toujours aimé faire des jeux qui prenaient des formes très variées. Et ça va être... soit ça va être le point de départ de me dire, tiens, j'aimerais faire un escape game qui soit autour de matériel. Et dans ce cas-là, je vais partir dans cette voie-là. Ou soit je vais me dire, pour Pâques, par exemple, ce serait super d'avoir un petit escape game simple à imprimer. Et donc, je vais partir dans cette direction. Et parfois, ça dépend aussi, je pense au jeu Le Tableau des Maquisards. Là, c'était une création où on est parti du matériel dont on disposait pour créer le jeu qui pouvait matcher avec ce matériel. Parce que j'ai dit que j'étais toute seule, mais je travaille pas toujours toute seule. Il y a certains jeux que j'ai co-créés avec Lise,
qui a une salle d'escape game à Grenoble qui s'appelle Au fil du dédale. Et donc, il y a certains jeux qu'on a créés ensemble, dont le tableau des maquisards, parce qu'en fait, elle avait dans sa famille des documents authentiques de la Seconde Guerre mondiale, une malle entière de documents, donc c'est hyper riche comme matériel. Et on ne savait pas trop comment l'utiliser pour un jeu, parce que c'est super chouette d'avoir ça, mais comment en créer un jeu à partir de ça, parce qu'on ne peut pas le remettre dans les mains des gens, parce que c'est trop fragile, chaque chose est en un seul exemplaire. Et en fait, c'est pendant le confinement qu'on a eu l'idée de partir de ce matériel pour créer un jeu en ligne. Du coup, il n'y a pas ces problèmes de matériel fragile, etc., puisqu'on part sur le en ligne. Et donc, on est parti de ce matériel de départ pour créer un jeu en ligne. Voilà. Super intéressant du coup. Et est-ce que tu te consacres justement à tout ce qui est escape game ou est-ce que tu as eu l'envie ou même tu as déjà créé d'autres jeux, par exemple de plateau ou ce genre de choses? Non, moi, j'aime vraiment que les jeux d'énigmes. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'aime, c'est ce que j'aime créer et ce que je sais faire. Je serais incapable de créer un jeu de société avec une autre mécanique parce que je trouve que c'est vraiment un autre métier. Mais moi, j'aime y jouer, mais comme n'importe quelle chose lambda, quoi. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment cette mécanique d'énigme, d'observation, de déduction, et puis de surprise aussi. C'est ça qui est assez chouette, je trouve, dans les jeux d'énigmes, c'est de pouvoir apporter des surprises lorsque on découvre quelle est la solution ou lorsqu'on réussit à assembler deux objets. Voilà, il y a ce côté un petit peu magique que j'aime bien dans les jeux d'énigmes. Et justement, je me demandais pour les jeux d'énigmes, j'ai presque l'impression que comment dire, le fait de le faire tester, c'est peut-être encore plus fort que dans un jeu basique parce que l'énigme, j'ai l'impression que il y a vraiment une perception, un regard de chaque joueur et joueuse. Est-ce que du coup, tu as besoin de beaucoup de faire tester? Est-ce que tu as des gens autour de toi justement qui testent les jeux? Ouais, j'ai beaucoup besoin de faire tester, mais moins qu'au départ, parce que j'ai gagné en expérience. En fait, on fait tester surtout pour se rendre compte de la difficulté des énigmes, savoir si elle est bien dosée. Et ça, du coup, j'y arrive mieux que lorsque je me suis lancée. Je me souviens du premier test de mon tout premier jeu, ça a été vraiment laborieux. Ça a duré des heures et des heures, ils n'en pouvaient plus. Du coup, c'était vraiment trop dur. Maintenant, j'y arrive beaucoup mieux. Les tests, ils me servent plus à vérifier que j'ai pas fait d'erreur, parce que comme des fois, il y a des raisonnements un peu compliqués, qu'il faut d'abord avoir trouvé ça pour pouvoir résoudre ça, et dans un second temps, faire ci. Parfois, je m'en mêle toute seule, et du coup, au premier coup, il y a des petites erreurs. Donc, les tests, ils me servent surtout à ça, à présent, et à vérifier la durée totale du jeu, quand même. À voir si les choses sont assez clairement expliquées ou pas expliquées, parce que justement, c'est ça l'intérêt dans les jeux d'énigmes, c'est qu'il n'y a pas une notice, quoi. On ne dit pas cherche ça, compte le nombre de... Enfin, c'est à chacun de trouver un petit peu ce qu'il faut faire à partir de ce qu'il a dans les mains. Et du coup, parfois, il faut quand même un peu plus mettre sur la voie, ou sinon c'est trop cherché, enfin, trop tiré par les cheveux ou trop complexe. Je pense que pour les jeux de société, comme pour chaque jeu, parfois il y a une mécanique de jeu différente. Enfin, je suis pas créatrice là de jeux de société, mais j'ai l'impression qu'il faut faire plus de tests dans les jeux de société, mais je sais pas. Mais je pense qu'en fait, il y a peut-être autant de tests ou plus, mais que ce soit, enfin, c'est peut-être pour juste quelque chose de très différent, quoi. Les tests Ouais. pour le côté fluide, etc. Alors que l'escape game, il y a un côté déjà, voilà. Moi, j'imaginais beaucoup pour la difficulté, c'est ça. Se dire, Ouais. ah ben là, moi j'ai l'impression que c'est trop facile, et d'un coup on fait tester à quelqu'un et ça devient beaucoup plus dur. Enfin, mais effectivement, Oui, l'expérience c'est du coup, doit bien aider. Ouais, oui, ça aide. Même si c'est sûr que quand tu crées, tu as l'impression que tout est évident, puisque toi, tu connais tout. Et par contre, quand tu le passes à quelqu'un d'autre et tu vois qu'il n'arrive pas à voir le truc qu'il faut voir, ah ok, ouais, bon, c'est bon. C'était pas si facile. Et je me demandais, qu'est-ce que toi tu penses du développement justement de l'escape game, que ce soit en salle, que ce soit en jeu presque de plateau avec les unlock, exit, enfin qui vendent des boîtes très enfin plutôt réglementé on va dire et Ouais. standard ou que ce soit justement avec ton type d'escape game il y a de plus en plus de choses qu'on peut recevoir aussi à la maison parfois c'est presque enfin c'est de l'enquête aussi mais voilà un peu cet univers. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de choses? Est-ce que c'est bien? Voilà, qu'est-ce que tu en penses?
Je trouve pas qu'il y ait trop de choses. Je trouve ça génial de voir qu'on joue beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 40 ans, et d'avoir rentré ça un peu dans la culture générale, que les adultes aiment jouer en fait, et que c'est pas réservé les jeux de société et tout, enfin toute cette grande famille de jeux, c'est pas réservé aux enfants. Et du coup, ça, je trouve ça formidable de voir cette croissance-là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux maintenant. Je trouve que sur les jeux d'énigmes, on a encore de la marge. On n'est pas débordé et en overdose, sachant qu'en plus, une fois qu'on a fait un jeu, c'est un peu plus difficile de rejouer par rapport à un jeu de société. Même si, en fait, je pense qu'au bout d'1 an, on pourrait tout à fait rejouer. On a quand même oublié. Mais il n'y a pas ce côté de découverte et un peu surprise, quoi. On le perd forcément. Mais du coup, ça, je trouve ça super chouette. Et ce que je vois plus sur le volet pro, c'est qu'il y a de plus en plus le jeu qui est utilisé comme un outil pour autre chose, quoi. On n'est pas que sur du 100% ludique. Comme je te disais, là, le projet que j'ai fait avec l'hôpital, le jeu, c'est un moyen pour faire passer des messages sérieux sur la santé des patients par rapport au traitement de leur maladie. Et ça, je trouve ça incroyable. Comme le jeu qui permet de visiter des lieux culturels, qui rend attractif de visiter des musées, là où les gens y allaient peut-être pas, ou y allaient en traînant les pieds parce qu'ils ils suivent les parents. Du coup, je trouve ça génial de voir que le jeu progresse, et même en entreprise, quoi, pour faire les serious games, etc. Donc, je trouve ça assez fantastique, tout ce qui se passe. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Et justement, enfin, il y a deux questions là par rapport à ça. C'est que la première, est-ce que toi-même, t'aimes toujours jouer à des jeux enfin, justement, déduction, enquête, enfin, résolution d'énigmes, etc. Parce que il y a un peu un truc de, est-ce que maintenant tu vois comment dire, comme les fils des marionnettes, etc. Est-ce que tu aimes toujours? Et bah, après, enfin, on posera la question après pour le Moi, j'aime toujours jouer. J'ai toujours grand plaisir à aller dans des salles d'escape game. Le plus dur, c'est de trouver des gens pour m'accompagner, parce que moi, je suis tout le temps partante. Et puis, le budget aussi, parce que là, clairement, les salles, c'est un petit budget. Mais non, moi, j'aime toujours jouer, mais c'est vrai que je joue pas pareil qu'avant que je me lance dans une activité pro autour de ces sujets-là. C'est clairement, moi, je vois les trucs différemment. Ça gâche un peu parfois la surprise, mais justement, quand un jeu arrive à me hyper vraiment, je me dis waouh, c'est que c'est vraiment trop chouette, quoi. C'est qu'ils ont réussi à créer une immersion, un truc vraiment hyper fort. Et après, quand tu parlais de l'évolution un peu des jeux, etc., c'est vrai que ce qui se développe vachement là ces derniers temps, c'est les jeux d'enquête. Et je trouve que c'est vraiment deux choses différentes. On les met un peu ensemble parfois, les jeux d'énigmes et les jeux d'enquête. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et ça, j'avoue que j'accroche un tout petit peu moins. Les jeux d'enquête où tu es plus dans le flou, tu reçois plein d'infos, plein de données à analyser, et après, à toi d'en déduire qui est le meurtrier, par exemple, ou quoi. Et je trouve que par rapport aux jeux d'énigmes, où en gros, tu résous une énigme et tu sais si c'est bon ou si c'est pas bon. Enfin, pour moi, une bonne énigme, quand t'as la réponse, t'es sûr, quoi. Quand tu trouves un truc où tu dis, ouais, peut-être c'est ça, bon, en fait, c'est sûr que c'est pas ça, du coup. Et dans les jeux d'enquête, il y a ce côté un peu plus flou, qui est moins binaire, et que, personnellement, moi, en tant que joueuse, j'aime moins. Mais voilà, enfin, sinon, j'aime toujours jouer, ouais. Et les jeux de société en général aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement, pour cette confusion et ce rapport à la fois binaire ou pas du tout binaire. Et justement, c'est intéressant parce que donc l'émission d'Amusez-vous bien là du jour, c'est sur la déduction. Et donc, D'accord. la déduction, je trouve qu'il y a un peu un truc flou de parfois on peut essayer, on va mettre des jeux d'enquête alors qu'en fait, c'est pas forcément de la déduction parce que, bah, comme tu dis, il y a un univers autre qui peut rendre le truc un peu plus flou. Et les escape games, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu en décalage avec la déduction pure parce que il y a quand même plusieurs niveaux, on va dire, de réflexion, alors que la déduction, c'est peut-être plus un assemblage des deux. Toi, tu ferais comment la différence justement avec la déduction et les escape games? Je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. La déduction, j'ai l'impression que c'est quand même un truc au cœur des escape games parce que soit en fait c'est lié à de l'observation pure, tu observes des choses et tu en déduis que certaines choses vont pouvoir se combiner par exemple, ou
qu'il va falloir appuyer sur tel bouton parce que justement, par déduction, c'est logique que ce soit sur celui-là qu'il faut appuyer. Ou parfois, il y a certaines énigmes vraiment où c'est de la logique pure. Donc là, il y a pas de souci, on est sur de la déduction, mais ça, c'est certaines énigmes en particulier. Mais même quand on est sur de la manipulation, je trouve que ça reste quand même... on n'est pas tant sur de la... Tu vois, de la maniabilité, quoi. C'est pas, est-ce que j'arrive à bien lancer la flèche comme, tiens, jet de fléchette. C'est pas de la déduction, il faut juste arriver à être précis et à bien lancer. Et c'est jamais trop ça, je trouve, pour l'escape game. On est plus toujours un peu en lien avec la déduction, ouais. Ok, ouais. Mais c'est intéressant de voir justement parce qu'il y a tellement de mécaniques qui existent qu'à force, c'est vrai que ça peut se mélanger. Et je voulais Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein. Oui, oui, mais je comprends tout à fait. Et je voulais te demander, du coup, pour la deuxième question, c'était à propos des serious games, etc. Pareil, toi, comment, pour ce volet-là, déjà, comment tu arrives à avoir des clients? Est-ce que c'est ton nom qui finit par tourner entre les entreprises, publiques, privées, etc. Et, euh, et quelles sont les demandes des clients pour que toi, tu arrives après à construire le jeu autour de ça? Notamment, par exemple, pour l'hôpital, je suis intéressée de savoir quelle était la demande initiale pour qu'après toi, tu puisses développer ça? Parce que j'imagine que quand on ne connaît pas précisément le sujet, ça doit être un peu délicat au début. Ouais. Alors, comment est-ce que déjà je trouve ces missions-là? C'est à la fois parfois par des réponses à des appels d'offres publics, tout simplement, qui sont publiés sur les sites d'annonces d'appels d'offres, quoi. Aussi, je commence quand même à être connue, surtout en local, là, par contre. En tant que créatrice d'escape game, je crée un escape game pour la fête du vélo. C'est un gros événement qui a lieu tous les ans là dans la région de Grenoble pour faire la promotion du vélo, des mobilités douces. Et ça, c'est un escape game que je crée depuis, je ne sais plus, ça fait 8 ans, je crois, que je remporte ce projet. Enfin, du coup, je commence à être connue et voilà. Après, c'est aussi par le référencement, par mon positionnement. Les gens me trouvent aussi en faisant une recherche Google, tout simplement. Par exemple, le projet pour l'hôpital, c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Ils m'avaient mise en concurrence, ils avaient contacté une quinzaine d'entreprises, donc on était quand même en concurrence. Mais moi, mon positionnement pour la création sur mesure, c'est que je ne crée que des projets qui sont au service soit de l'environnement, de la culture, de l'éducation, de l'équité humaine. Donc déjà, tu vois, mon positionnement en tant qu'entreprise, c'est que je vais aller un peu sur ces sujets, parce que c'est ça qui est mon identité en tant qu'entreprise, qui me fait vibrer aussi. Et après, comment est-ce que j'arrive à m'approprier ces sujets? Effectivement, pour le projet pour l'hôpital, au démarrage, moi, j'y connais rien à cette maladie. Là, c'était pour la greffe du foie chez les enfants, en l'occurrence. Donc moi, j'y connais rien. Je connais personne qui a subi ce genre d'opération. Mais ils m'ont transmis les données sérieuses qu'ils voulaient retrouver dans le jeu. Alors après, moi, je viens piocher dedans, je les mets pas forcément toutes. C'est là où il y a un dialogue intéressant pour savoir justement quelles sont les données qu'ils veulent absolument retrouver dans le jeu, quelles sont celles qui sont plus optionnelles, on va dire. Et ma proposition par rapport à ce jeu, ils avaient en fait toute l'équipe de soignantes, là, elles avaient une idée en tête de faire un jeu sous forme d'un escape game et avec des scénarios, si tu veux, qui étaient assez proches de la vraie vie. Genre, je vais à une fête et je sais plus c'était quoi un peu le scénario, mais voilà, on était sur des choses très très réalistes. Et sachant que le public ciblé c'était les ados, moi j'ai dit j'ai pris un positionnement un peu à l'encontre de ce qu'elles avaient commencé à faire en disant ce que je trouve super intéressant, c'est de les sortir de leur quotidien. Ils vont être là, en l'occurrence, là, ils étaient une semaine à l'hôpital pour faire toute une série d'examens, rencontrer plein de médecins, etc. Et parmi cette semaine, il y avait le jeu. J'ai dit, pour moi, ce qu'il faut, c'est que le jeu, il les sorte du quotidien, il les sorte de l'hôpital, que ça soit un moment vraiment où ils se relâchent, ils se détendent. Donc, on va partir sur un univers fictif, le manga, le Japon ancestral, parce que ça fait kiffer les ados, et moi aussi, en l'occurrence. Et du coup, on va raconter une histoire en partant là-dessus, et en faisant des parallèles qui seront évidents, en fait, pour les enfants. Là où eux, on parle de leur foi, moi, j'ai parlé d'un personnage qui avait un lotus à l'intérieur de lui, qui avait grandi suite à un événement, etc. Pour tout le monde, c'est évident que c'est le foie, mais dans le jeu, on prononce jamais le mot foie. Voilà, tu vois, des choses comme ça, quoi. Ah ouais, c'est super. Là,
c'est hyper comment dire, créatif, du coup, ouais, d'imaginer comment ça peut être mis en lien sans que ce soit voilà, effectivement direct. Et est-ce que tu as des retours de ce genre justement de jeu que tu peux faire? Est-ce que tu sais comment après ça marche sur bah, notamment là les adolescents ou sur les villes quand tu fais sur les villes, les musées, etc. Oui, oui, bah, les retours, ils sont super enthousiastes. Enfin, je le vois bien, par exemple, sur l'escape game dont je te parlais là, sur le vélo, puisque c'est un escape game que je viens animer sur place avec une équipe de comédiens avec moi pour créer ce côté immersif. Et du coup, là, on a les retours en direct, quoi, puisque les joueurs, on les voit et remplissent un livre d'or à la fin. Et il y a toujours des messages super emballés. Pour les jeux que je vends sur mon site, là, c'est plus classique. C'est des avis laissés sur Google ou sur les pages produits et qui sont toujours hyper bons, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça porte vachement. Et pour les créations sur mesure, je pense à un projet que j'ai fait pour l'école des loisirs. Donc c'est un éditeur jeunesse et qui m'avait commandé 2 escape games pour faire des animations ensuite en bibliothèque ou dans les écoles. Donc, moi, j'ai créé 2 jeux pour eux qu'ensuite ils mettent à disposition gratuitement des écoles, des bibliothèques pour faire une petite animation ludique autour d'un univers, d'un jeu. Donc, il y en a un sur Chien pourri, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Et tu vois, et l'autre, c'est sur Cornebidouille. Alors ça, ils adorent. C'est une sorcière, elle dit des gros mots. Les enfants, ils sont fans. Et du coup, il y a Chien pourri, il y a du matériel avec. Et rapidement, après qu'ils aient lancé le jeu, ils m'ont recommandé d'autres kits de matériel parce que justement, le jeu était tout le temps demandé. Enfin, ça marche hyper bien. Donc, c'est sûr, c'est hyper enthousiasmant et puis ça me porte, moi, pour continuer, quoi. Ouais, super, carrément. Et donc là, tu sors enfin, t'as sorti un calendrier de l'Avent qui est Ouais, bah, top et super original. Donc, enfin, ça s'appelle c'est Lutinerie. ça. Et alors, est-ce que tu peux L'utilisation. nous parler un peu de ce concept-là? Ouais, du coup, c'est le 3e calendrier de l'Avent que je propose et c'est le premier que je propose toute seule, enfin que j'ai créé en solo. Donc l'utinerie, en fait, c'est 24 petites boîtes pour chaque jour de l'Avent. Donc chaque jour, tu vas ouvrir une boîte et découvrir ce qu'il y a dedans. Et chaque jour, une énigme à résoudre, évidemment, et des petites surprises. Donc tu ouvres tu ouvres la boîte, pardon, et donc tu as des choses dedans, des cartes, des objets. Je vais pas te dire ce qu'il y a, hein, on garde la surprise et des pièces de puzzle, parce que tu as aussi un puzzle qui va s'assembler jour après jour et qui va t'aider à résoudre certaines énigmes. Voilà, donc il y a une interaction avec le contenu de la boîte, le puzzle qui prend forme petit à petit, les boîtes elles-mêmes, puisqu'il y a des choses sur les boîtes, il y a des petits lutins, donc et voilà, il va falloir observer un peu tout ça pour pouvoir résoudre les 24 énigmes. Et à la fin, évidemment, il y a des chocolats. Euh, parce que quand même, c'est bien d'avoir quelques chocolats, même s'il n'y en a pas tous les jours. Et pour ça, je travaille avec une artisane chocolatière qui s'appelle Anne-Lise Signoret. Donc, en plus, c'est des chocolats qui sont vraiment à tomber, quoi. Tant qu'à faire. J'aime bien essayer d'avoir des choses qualitatives. Enfin, je préfère mettre moins de chocolat, mais qui soient bien meilleurs, quoi. Oui, complètement. Et, euh, et alors, enfin, comment déjà t'es venue l'idée la première fois de faire le calendrier de l'Avent et comment est-ce que tu mets en place les énigmes, on va dire, de la même façon qu'une autre escape game ou le fait que ce soit divisé en 24, ça t'oblige à avoir des choses très précises à faire? Alors, la première fois, le tout premier calendrier de l'Avent, en fait, c'est ma partenaire Lise qui avait eu l'idée, qui m'a proposé. Ça te dit, on fait un calendrier de l'Avent en énigme? Carrément. Et on a créé notre premier comme ça. Et après, ben, le fait que ce soit sur 24 jours, etc., effectivement, ça veut dire qu'il faut créer 24 énigmes indépendantes, entre guillemets, mais qui puissent occuper chaque jour, mais qui ne soient pas trop longues. Enfin, moi, je trouve que c'est important pour un calendrier de l'Avent que ça soit des énigmes quand même relativement simples pour que ça soit accessible au plus grand nombre, qu'on puisse aussi y jouer en famille. Donc, c'est des escape games qui sont conçus pour les adultes, mais en fait, on peut y jouer avec nos enfants. Tout seul, les enfants, ils pourraient pas résoudre les énigmes, ou en tout cas pas toutes, mais ils peuvent contribuer et peut-être parfois ils vont voir les choses différemment que les adultes, donc ça peut être super intéressant de le faire en famille. Et du coup, ouais, chaque jour, c'est entre 5 et 15 minutes, on va dire, parce que je trouve ça important de proposer des énigmes un peu courtes aussi,
pour garder en fait l'énergie et la motivation sur les 24 jours. Parce que moi, j'en ai fait plein des calendriers de l'Avent où je suis pas allée au bout parce que les énigmes étaient trop difficiles et en fait, du coup, je lâchais quoi. Et c'est dommage. Enfin, surtout qu'il y a les chocolats à la fin. Mais Faut non, mais avoir, je trouve ça trop bien. Ils font bah pas tout. oui, faut que ce soit quand même une Et récompense. Si on a lâché, ça marche plus. Les chocolats marchent plus. ouais, ouais. Et par contre, c'est vrai que comparé aux autres jeux que je crée, on s'en rend peut-être pas compte parce que justement, chaque jour, c'est peut-être une petite énigme. Certaines sont assez faciles, d'autres sont plus originales ou plus difficiles. Enfin voilà, on varie la difficulté, je varie la difficulté et les types d'énigmes par jour. Mais en fait, tout fois 24, ça te prend toujours beaucoup plus de temps, quoi. Typiquement, je sais pas moi, faire la petite carte qui donne un peu de texte chaque jour. Bon ben, dans un escape game classique, on va avoir six étapes, je sais pas. Et ben là, 24 étapes, waouh, c'est carrément plus long, quoi. Ouais, j'imagine que ça va être beaucoup de boulot. Et du coup, tu précises aussi que c'est illustré à la main. Est-ce que c'est toi qui fais les illustrations? Non, ouais, ça, c'est aussi des partenaires avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est les illustrateurs, illustratrices. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille quasiment systématiquement avec des artistes professionnels pour illustrer mes jeux. Parce que je trouve ça hyper important de soigner l'esthétique du jeu. Même si c'est un jeu en PDF à imprimer, par exemple, ben, quand même, s'il y a des belles illustrations, que tout ça est bien mis en page joliment, bah, ça donne quand même plus envie de jouer. Et puis, ça fait, je trouve, une expérience de jeu plus mémorable, quoi. Enfin, on passe un meilleur moment, je trouve, qu'à manipuler des documents qui sont un peu moins jolis, quoi. Et du coup, sur ce jeu, j'ai travaillé avec Lucie Delaunay, donc, qui est une jeune artiste française. Et c'est vrai qu'elle a fait un boulot incroyable parce que ma demande initiale était quand même pas simple d'avoir donc cette grande image qui va faire le puzzle à la fin avec les lutins, avec des contraintes donc pour les énigmes. C'est sûr que c'est des demandes un peu particulières, quoi. C'est pas de l'illustration pure. J'ai certaines contraintes où elle peut pas mettre les choses exactement où elle veut, où il faut que ça marche pour l'énigme. Dans certains jeux, les illustrations étaient plus comment dire, décoratives, on va dire. Là, c'était le cas, par exemple, pour l'escape game pour Bicêtre, pour l'hôpital. J'ai travaillé aussi avec un illustrateur qui a créé, du coup, cet univers manga, etc. Mais là, c'était plus pour rendre le jeu joli et c'était pas utilisé dans les énigmes. Mais pour le cas de l'utinerie, ouais, les illustrations servent aux énigmes. Donc ça aussi, ça sert dans les tests. Il est absolument important pour moi de tester que l'illustration est faite correctement pour pouvoir résoudre l'énigme, quoi. Et Ouais, pas que uniquement qu'elle soit jolie, quoi. ouais, c'est tout un mélange subtil pour que ça marche correctement. C'est ça. Euh, et du coup, là, information très pratique, comme on n'est pas loin d'ouvrir les premiers jours de calendrier de l'Avent, est-ce que Ouais. on peut encore t'en commander et comment ça marche? Enfin, si tu peux nous donner des informations pratiques. Ouais, ça marche. Du coup, le podcast, il sort mercredi, si je me trompe Ouais, c'est pas. ça. Nous, on enregistre le lundi, il sort mercredi. Ouais. Du coup, mercredi, ça commence à être chaud pour être livré à temps. Surtout que je j'ai pas la maîtrise absolue de la livraison de la Poste ou de Mondial Relais. Donc, c'est les deux prestataires avec qui je travaille pour les livraisons. Mondial Relais est un poil plus long, donc ça risque d'être limite. Mais il n'empêche qu'on peut commencer le 3 décembre, par exemple, et puis on rattrape en un jour les 2 premiers jours. Ça marche quand même. Sur 24 jours, c'est pas très grave, entre guillemets. Je propose aussi du retrait gratuit sur Grenoble, mais bon, là, c'est pour les gens qui sont dans la région. Et sur Grenoble au marché de Noël, donc ça c'est nouveau de aujourd'hui, donc je le dis, de aujourd'hui lundi. Et après, ce qui est toujours possible, vraiment lorsqu'on est en dernière minute et qu'on veut commencer à temps, c'est que je propose un escape game de l'Avent qui est à imprimer. Ça s'appelle Noël autour du monde. Et du coup, dès qu'on a passé la commande, on reçoit le PDF et on peut jouer tout de suite, quoi. Donc là, on peut vraiment se lancer en dernière minute à ce jeu-là. Bon, ben super, comme ça, ouais, si les gens veulent se motivent là encore en dernière minute, ils peuvent toujours avoir ça. Et puis, effectivement, il y a des chocolats qu'on prend des fois 2 jours d'affilée, donc on peut aussi faire une escape game, enfin deux énigmes, je veux dire,
En un deux jour. fois en un Ouais. jour, quoi. Voilà, c'est possible. Ça marche, ouais. Ben, je te remercie beaucoup du coup d'avoir répondu à mes questions. Et Avec puis, plaisir. j'espère qu'on pourra se rencontrer peut-être dans un salon de jeu ou quelque chose un jour, qui sait. Et puis, je pense que je vais me Carrément. commander aussi une énigme, moi aussi, enfin, une escape game dans pas longtemps pour vraiment tester le lapin blanc. Je te remercie et puis je te dis aussi bon courage là pour du coup les derniers envois, etc. pour Ouais. Noël. J'imagine que c'est une Merci, période un merci peu intense. Gaëlle. Ouais, j'étais ravie de discuter avec toi sur ton podcast. Merci et puis bonne journée. Continuons avec la partie débat ludique. Si on jouait tous ensemble, les amis. Vous avez envie d'y jouer alors? Faisons une partie. Alors, pour cette partie débat autour des jeux de déduction, on vous parle en premier de Cryptid. Dans Cryptid, entrez dans l'histoire en partant sur les traces d'une créature de légende au cours d'une véritable enquête de terrain. Menez votre enquête au bout et écrivez votre propre légende. Cryptid est un jeu créé par Ruth Weavers ainsi que Al Duncan et illustré par Kwanchai Moriya. Il est édité par Ori Games. Il se joue de 3 à 5 et à partir de 10 ans. Franchement, à 10 ans, faites pas ça. Il est sorti en 2019, il coûte environ 34 € et il existe un standalone qui se joue à 2, appelé Légende urbaine. Est-ce que Vincent, tu peux nous parler un peu plus de Cryptid ? Oui. Alors, Cryptid, c'est un jeu compétitif, du coup, de déduction où on a une carte qui est constituée de plusieurs plateaux avec différents biomes, des marécages, des lacs, des déserts, des montagnes et des forêts, ainsi que des territoires d'ours, de pumas et quelques petits bâtiments à poser dessus. Il y a une centaine de manières de disposer cette carte en fonction de la partie qu'on choisit. Et le but va être pour chacun de retrouver où se trouve le cryptide, sachant que tout le monde a un indice sur où se trouve le cryptide. Les indices ressemblent à se trouve dans un lac ou alors se trouve proche d'un territoire d'un ours, à côté d'un bâtiment, ce genre de choses. Et c'est uniquement en recoupant les indices de chaque personne qu'il va y avoir une seule case de ce plateau qui va correspondre à tous les indices, et donc c'est l'endroit où se trouve le cryptide. Donc on va poser des questions chacun notre tour à quelqu'un en particulier en lui demandant, selon ton indice, est-ce que le cryptide pourrait être sur cette case-là ? La personne répond oui ou non. Si elle répond non, on doit nous aussi donner un indice négatif sur notre indice, donc donner une case qui ne correspond pas à notre indice. Si elle répond oui, rien de plus, et ça passe au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le plateau se remplisse un peu de petits cubes et de petits disques de chacun. Et au bout d'un moment, quand quelqu'un pense avoir trouvé la bonne réponse en ayant déduit les indices des autres, il dit « Ok, moi je vais effectuer une recherche à tel endroit », et à partir de là, en partant de son voisin de gauche, on dit oui ou on dit non. Si tout le monde dit oui, il a gagné. Si quelqu'un dit non, la partie continue. Voilà. C'est vraiment tout en plus. C'est ça que là, ça y est, vous pouvez jouer. Enfin, Ouais, c'est vrai. Hein. Les règles sont simples. Oui, les règles sont vraiment très simples. Et c'est vraiment très bien. J'avais demandé ce que t'en pensais. Après, bon, Oui, c'est voilà. sûr, c'est ton jeu. Donc, Non mais oui. Et tu gagnes à chaque fois. C'est pas vrai. C'est pas Bon. vrai. Avec nous, peut-être. Alors moi, je trouve ça vraiment très bien. C'est vraiment de la pure logique et de la pure déduction, mais c'est fait de manière originale. Il n'y a pas de chiffres, ce qui est assez rare dans les jeux de déduction. C'est vraiment de la logique de placement et essayer de se rendre compte de, ok, si telle personne a tel indice, ça voudrait dire que telle personne, elle doit avoir tel autre indice. Ah ouais, mais ça marche pas. Donc je réfléchis. On a une liste derrière chaque livret. Chacun a un petit livret pour recevoir son indice. Derrière chaque livret, il y a une liste de tous les indices que les joueurs peuvent avoir. Et en fait, donc tu passes ton temps à regarder ça et à regarder le plateau pour te dire, attends, mais quelle est la bonne combinaison pour qu'il y ait une seule case possible pour mon cryptide ? Et moi, je trouve ça très bien fait. Il n'y a pas déjà d'avantage à être premier ou à être dernier, en fait, parce que tout le monde voit les indices sur le plateau. Et c'est très agréable à jouer. Ça dure 30 minutes, je pense. C'est la pure déduction. Moi, j'adore ça. Et voilà, c'est très bien. Et une version un peu experte, on va dire, du jeu, où tu as pareil, mais avec des négations. Oui, c'est ça. Je ne se trouve pas près de la forêt. Et ce qui devient plus complexe, forcément. Marie, toi, tu l'as découvert là, il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai beaucoup aimé ce jeu. Déjà, je trouve qu'il est très bien édité. Il est beau. Il n'y a pas énormément de matériel. Et en fait, ça fait le taf quand même. C'est ça que j'apprécie dans ce jeu.
comme tu disais, Vincent, je suis assez d'accord avec toi, c'est un jeu de déduction sans chiffres. C'est vrai que c'est très rare de voir ça. Et c'est agréable de jouer à ces mécaniques-là de déduction, mais par un biais un peu différent. Moi, je pense pas que j'avais testé un jeu comme ça avant. Et c'est très ludique, ça va très vite, les tours. C'est juste, tu poses une question à quelqu'un, est-ce que là c'est possible ? Oui, non. Oui, c'est cool. Non, bah toi aussi tu réponds un autre non. Et en fait, ça va très vite, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Enfin, c'est pas un jeu où tu es en mode ça fume quoi quand tu réfléchis. Et quand même, il y a une mécanique de recouper des indices. Il y a ce truc de toi t'as un truc un peu secret, donc c'est un peu cool d'essayer, enfin, de voir que les gens se trompent autour de toi sur quel indice tu pourrais avoir. Et effectivement, c'est pas très long, donc c'est agréable, je trouve. Et moi, j'ai beaucoup apprécié de jouer différemment à la déduction. Puis il y a aussi de la mémoire, il y a du visuel, enfin, ça mélange plein de choses quand même. Ouais, complètement. Mais je suis d'accord qu'il est hyper original. Moi non plus, j'avais jamais joué à un jeu comme ça, dans le sens où il y a un côté vraiment dépouillé quoi, de tout, tout truc qui sera en trop. Il y a que le plateau et nous, quoi. C'est un peu un truc comme ça. Je trouve que ça apporte beaucoup de... Enfin, le sentiment... Réfléchir à ce moment-là, c'est très satisfaisant, etc. Même si moi, j'arrive pas à aller jusqu'au bout aussi facilement que toi, Vincent, mais il y a quand même un truc de... Un peu comme les jeux d'énigmes ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un peu un truc de... j'ai envie de rechercher, j'ai envie d'aller plus loin, etc. Et surtout le fait que la mise en place soit si simple, que le plateau soit très beau. Enfin, il y a un côté très élégant dans le jeu, quoi. Et qu'à chaque fois, ça marche. Qu'il y ait une seule case qui regroupe 4 indices, c'est quand même dingue. L'algorithme est hyper bien pensé. Ah ouais, j'ai tellement envie de savoir comment ça s'est fait parce que franchement, c'est assez fou. On se dit, mais non, mais c'est impossible qu'il n'y en ait qu'une là. Ils vont se tromper cette fois-ci. Mais non. Et ça m'a donné envie de tester du coup le truc à 2. Bah ouais, j'avais Légendes urbaines. Ouais, Légendes urbaines, ça a l'air sympa aussi. Et alors si, il y a quand même un truc que j'ai pas dit. Je veux dire 2 trucs que j'ai pas dit. Ah, les deux. C'est que donc de base, on a un paquet de cartes pour les différentes installations du plateau et qui donne aussi les différents indices que peuvent avoir les joueurs à 3, à 4 ou à 5 joueurs, parce que donc ça se joue de 3 à 5. Mais il y a aussi un site internet en fait qui te donne des mises en place de plateau avec les indices des joueurs. Voilà. Comme ça, il y a un peu c'est assez illimité en termes de parties. Tu vas jamais retomber sur la même partie. Ou alors, si c'est au bout de 300 parties, tu retombes sur la même, peut-être tu t'en souviendras pas. Voilà. Certainement, même. Et sinon, je voulais parler du mode avancé, justement, on en a parlé. Effectivement, dans le mode avancé, moi je le trouve encore plus intéressant parce qu'il y a encore plus une mécanique de logique à comprendre parce que donc, tout le monde peut avoir se trouve dans un lac, se trouve dans un territoire de puma, etc. Ou ne se trouve pas dans un lac, ne se trouve pas dans un territoire de puma. Donc il y a encore plus de réflexion. Cependant, si on théorise vraiment le truc, je pense qu'il déséquilibre un peu plus les indices entre eux. Parce qu'il y a des indices qui sélectionnent plus ou moins de cases. De base, le mode non avancé fait en sorte que, quel que soit l'indice que t'es, ça correspond à autant de cases sur le plateau. Et ce qui est déjà assez fort. Le mode avancé, du coup, fatalement, il fait que ce n'est pas le cas parce que si t'es dans 2 biomes parmi 5, et ben ça veut dire que si tu n'es pas dans ces 2 biomes, t'es dans 3 biomes parmi 5. Ouais. Donc ça déséquilibre à peine. Mais c'est très léger et ça se ressent pas en fait même quand on y joue. C'est pas parce que t'as un indice plus précis qu'un autre que tu vas trouver avant lui. Voilà. Si, c'est pour ça que tu gagnes à chaque fois. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Bah non, j'allais dire, moi, à la première partie, j'avais jusqu'à 3 cases d'une structure. Il n'y avait que 2 structures sur le plateau. Donc, en fait, moi, ça allait très vite. C'était 3 cases autour de ces structures, forcément. Et j'ai pas gagné du tout. Donc, voilà. Bon, je dis ça. Non, mais Marie, arrête. Je pense que si on jouait Saint-Vincent, tu gagnerais. Pas sûr. Moi, je suis plutôt sûre, quand même. En tout cas, moi, ça me donne envie de jouer plus encore et de le faire découvrir aussi à d'autres personnes et notamment, quand je dis d'autres personnes, John. Alors, t'es à l'époque ici, les gens. Je pense qu'il aimerait beaucoup. Mais oui, c'est pour ça. Je pense qu'il aimerait beaucoup. Et du coup, ça nous fait de la peine presque de pas l'entendre dire un truc qu'il aime beaucoup, quoi. Alors qu'il pourrait nous surprendre. Ah putain, imagine, il pourrait nous surprendre. C'était de la merde. D'accord. Non, moi, il fera jouer et on vous dira si vous voulez des nouvelles de John, quoi. Franchement, je pense que tout le monde est en manque de nouvelles de John, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, avant de passer à notre deuxième jeu, on fait une pause musicale avec la chanson Question de Enchantée Julia. Plus de temps, envie de tout envoyer dans les roses. Plus de temps,
de me prendre la tête sur ce genre de choses. Rien attendre en retour, pleurer pendant des jours. Si le cœur en vaut le détour. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. Peu de mots, trop de mensonges. Pas de réponse, trop de questions noyées dans mes chansons. Sur le fil avançant, ressens-tu la tension? Mots d'amour sur papier consent. Je ne vois plus le temps qui passe et dans ma tête tout s'efface. Fur et à mesure. Je ne vois plus le temps qui passe et dans ma tête tout s'efface. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. Et quand tombe la pluie sur les plaies, on appuie tout au long de la nuit. Et quand tombe la pluie sur les plaies, on appuie tout au long de la nuit. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. Plus de peur que de mal, plus de cœur, plus d'émotion. Plus je pleure, plus j'ai mal. Plus de cœur, plus d'émotion. C'était Enchanté Julia avec le titre Question, puisque beaucoup de jeux d'addiction finalement reposent sur le fait de poser des questions aux autres. C'était le cas pour Cryptid et c'est aussi le cas pour notre deuxième jeu. On vous parle de The Lost Code. The Lost Code est un jeu de déduction intelligent dans lequel vous devrez découvrir les numéros qui s'affichent sur vos écrans en ne voyant que les numéros des autres joueurs et joueuses. The Lost Code est un jeu créé par Léo Colovini et illustré par Miguel Combra. Il est édité par Morito Studio, il se joue de 2 à 4 et à partir de 10 ans. Il est sorti en 2021 et il coûte environ 29 €. Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur The Lost Code, s'il te plaît ? Oui. Alors, oui. Nous avons chacun et chacune un code attribué que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas notre propre code. Donc, les chiffres sont disposés sur un petit paravent qu'il y a devant nous et que les autres voient. Et nous avons derrière ce code, donc notre paravent avec notre feuille de déduction pour déduire nos propres chiffres. Et au centre de la table, un plateau avec plusieurs roues qui valent des points différents si on les choisit. Ça va de 1 à 4, je crois. Et ces roues permettent de délimiter une fourchette de chiffres qui vont servir à ce que je vais expliquer maintenant, à savoir, chacun à son tour, on va lancer les dés. Ces dés ont des faces de couleurs différentes qui correspondent à nos chiffres. On a combien de chiffres ? 6 chiffres 6 chiffres dans le code, ouais. Chacun avec une couleur différente. Et les dés représentent donc ces couleurs. Donc les 3 dés qu'on va tirer, on va avoir ces couleurs-là et ils vont désigner les chiffres sur lesquels on va parier et qu'on va essayer de trouver. Donc ça peut être 2 violets, 1 jaune ou 3 couleurs différentes. Et dès qu'on a statué sur les couleurs qui vont concerner notre déduction, on va se dire, en face, un tel, lui, il est plutôt haut vers son chiffre violet, à droite, plutôt bas. Moi, je dois être entre les deux. Donc, je vais parier que c'est ce chiffre-là. Additionné au jaune qui est sur le deuxième dé, ce chiffre-là, on va arriver à une somme finale. Choisir un disque, donc, qui est au centre de la table, avec une fourchette plus ou moins grande selon si on est sûr ou pas de nous, et parier donc sur moi mon chiffre il se trouve entre 12 et 18 et si c'est juste, eh bien c'est bien, on a des indices et on avance sur le plateau
d'autant de points que le disque nous donne de points. Si c'est faux, on va devoir se défausser d'un de nos chiffres et le remplacer par un autre chiffre de la même couleur. Donc on va savoir quel chiffre on avait, mais on ne saura pas le nouveau chiffre qu'on a, et les autres vont voir le nouveau chiffre qu'on a et pouvoir éliminer sur leur grille. Ah bah j'ai pas non plus ce chiffre-là puisqu'elle vient de le tirer. Et au fur et à mesure des tours, des lancements de dés et tout ça, on va de plus en plus réduire les chiffres qu'on peut avoir dans notre code jusqu'à arriver potentiellement, finalement, à trouver notre code entièrement. Sachant que pour finir le jeu, selon le nombre de joueurs qu'on a, il y a un nombre de tours prédéfini. Je sais pas, c'était peut-être 8 pour 4 joueurs. Je crois que c'est 8. Et à la fin, on peut faire jusqu'à 3 propositions, sachant que plus on fait de propositions, moins on gagne de points. Je crois que c'est 5 points si tu fais qu'une seule proposition, c'est 1 point si c'est 3, quoi. Et tu perds aussi 2 points par chiffre que tu as défaussé dans la partie. Et voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau des règles. Oui, je pense bien. Me semble-t-il. Bon. Bien. Oui, et sur le plateau, attention aussi, petite... l'avancée. L'avancée. Oui, c'est vrai. La personne qui tire les dés, c'est celle qui est dernière sur le plateau. Et on avance d'autant de points qu'on gagne si on gagne à chaque fois, à chaque tour. Selon la roue aussi qu'on a choisie. Selon la roue qu'on a choisie. Donc, ça peut être des personnes différentes, comme ça peut être la même personne. Enfin, voilà. C'est un peu comme patchwork. Voilà. Et donc, je vais être moins vigoureux, je sais pas comment on dit vigoureux, que ce que j'étais auparavant sur ce jeu. Parce que c'est vrai que quand on a fini la partie, Marie a explosé de rage. Ouais. Alors qu'elle avait gagné. Alors qu'elle avait gagné. C'est pour vous dire. Voilà. Je trouve toujours qu'il y a un souci, mais en fait, je trouve que le déroulé du jeu est très intéressant. De devoir chercher ses chiffres, de faire des calculs, de lancer des dés et tout. Je trouve que les mécaniques sont très cool. Et tout le long de la partie, j'étais en mode « Ah, c'est vraiment bien comme jeu, j'aime beaucoup. » Ouais. C'est arrivé à la fin que pour moi, ça a pêché. Parce que à la fin, j'avais encore trop de possibilités pour trouver mon code. Et donc, j'ai mis des chiffres, j'ai mis quasi au hasard en faisant qu'une seule proposition parce que je savais qu'il y avait tellement de possibilités que si j'en faisais encore plus, je perdais encore plus de points alors que ça servait à rien. Et j'ai gagné parce que je sais même pas comment j'ai pu gagner parce que j'étais passé moins de malus déjà. J'avais moins de malus et tout le long de la partie, j'avais souvent été dans la bonne fourchette, donc j'avais beaucoup avancé, mais parce que on tombait toujours sur les mêmes chiffres quasi à deviner. Et moi, depuis longtemps, j'avais deviné certains chiffres. Donc en fait, ça me servait à rien de devoir redéduire ces chiffres-là au fur et à mesure. Donc j'étais souvent dans la bonne fourchette, mais je n'avais pas d'indice sur les autres chiffres. Et c'est en ça que je trouvais que le jeu pêchait, c'était que la personne qui tirait le dé et donc qui choisissait de garder ses couleurs ou pas, c'était souvent la dernière. Mais moi, j'étais souvent devant puisque je déduisais les mêmes chiffres tour après tour que les autres choisissaient. Enfin, en fait, c'était un serpent qui se mordait la queue. Je pouvais pas, moi, me dire « Ah, j'ai trop envie qu'on prenne le bleu et le vert parce qu'on a quasi pas deviné dessus. » Et donc, je pouvais rien dire. Et donc, du coup, forcément, à la fin, j'avais des chiffres inconnus au bataillon dans mon code. Mais en fait, avec le recul, je trouve que j'ai mal joué. Aïe. J'aurais pu mieux calculer encore. En prenant en compte les chiffres que j'ai éliminés. C'est-à-dire ? Eh ben, je prenais pas assez en compte les chiffres que j'ai éliminés quand je devais changer de chiffre pour faire des calculs. Oui, ce que je disais, sans savoir comment on faisait. Mais eux, ils disaient ça dans la règle. C'est pour et ça en fait, j'aurais pu mieux jouer grâce à ça. Donc, my bad, mea culpa. Mais non, mais attends, Marie, ça c'est fort ce que tu fais là. Parce que c'est pas facile, je trouve. Non, mais c'est vrai, quand t'as été énervée pour un jeu et tout, c'est pas facile. Vraiment, vraiment. Mais je trouve quand même que j'ai gagné. Alors, je méritais pas tant. Parce que vous aviez quasi votre code et pas moi. Mais j'ai quand même gagné. Et ça m'a gênée. En fait, c'est ce qu'on disait. Le but, c'est plus d'arriver premier que de vraiment trouver son code. Et c'est ça qui me gênait un peu. Mais j'admets que j'ai mal joué. Alors là, ça c'est quand même assez fort, je trouve. Vincent, toi, t'en as pensé quoi ? Alors moi je suis un peu du même avis, je trouve ça très agréable à jouer pendant le truc. Il y a plein de systèmes de déduction par des supérieurs, inférieurs. En fait tu sais que ok là mon chiffre bleu plus mon chiffre vert plus mon chiffre rouge ça fait plus que 16 ou moins que 7 quoi. Et du coup c'est tout un système, c'est des maths, moi j'aime beaucoup. Bon. Mais c'était très agréable à jouer. Par contre, en effet, le système de points est assez frustrant. En fait, tu peux te retrouver, dans des situations où tu as une chance sur 2 de marquer 0 ou 5 points. Et du coup, tu vas perdre ou gagner 5 points si tu as de la chance à ce moment-là. Et 5 points, c'est énorme par rapport à la fin de la partie. Ouais. Et en plus de ça, effectivement,
trouver son code, c'est vraiment pas le plus important. Il vaut beaucoup mieux être tout le temps dans la bonne fourchette que. Oui, c'est ça, c'est comme ça que j'ai gagné. Son code. Oui. Et c'est frustrant parce que c'est pas ce qu'on attend de ce jeu, mais du coup, il faut vraiment avoir ça en tête, qu'on joue à avoir le plus de points en étant tout le temps dans la bonne fourchette, plutôt qu'en essayant d'avoir le plus d'informations possible sur ces numéros. Mais ce qui est dommage, parce que si effectivement il y avait des points mis par numéro bon à la fin et pas que par l'ensemble. Ouais, exactement. Ça serait plus équilibré. Très bien le truc. Mais après, c'était un choix de leur part de pas vouloir mettre en avant ça, mais c'est vrai que moi, même si j'ai ça en tête, je pense que j'arriverais pas à jouer en essayant pas de découvrir mon code. Bah ouais, c'est clair. Si je jouais, tant pis, je prendrais le risque de perdre, mais je voudrais découvrir mon code, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Mais donc, je vous conseille de jouer avec une variante de c'est vrai qu'on peut varier nous, hein. Vous comptez, je sais pas, 2 points par chiffre juste, plus 5 points si le code est juste en entier, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et ça, on vous donne des règles. Ça serait, moi, je pense que ça serait mieux. Mais bon, c'est notre avis. Ils l'ont sûrement quand même testé plusieurs fois avant, donc peut-être que ça apporte d'autres problèmes. Mais là, effectivement, la fin de partie était assez frustrante dans le sens où c'était pas les personnes qui avaient trouvé leur code, mais c'était les personnes qui avaient raison la plupart du temps sur la fourchette de. Alors que quand on décrypte un code, c'est soit il est bon, soit il est mauvais. C'est pas. Ouais. Ah, t'étais pas si loin. Mais d'un côté, oui, c'est ça. D'un côté. Et je trouve que là, il y a une logique dans le sens où si tu en fur et à mesure, t'es quand même plutôt bon, c'est comme si tu prenais moins de risques, que t'étais plus, genre, je sais pas comment dire, plus, je sais pas, j'imaginerais un peu un truc d'Indiana Jones en mode tu fais les choses plus prudemment. Et d'un côté, oui, à la fin, quand tu découvres pas ton code, genre si tu mets un truc en moins dans ton interphone, bah, s'en fiche que t'avais, ton interphone c'est 8, 2, 9, 6, si tu mets 8, 2, 9, 5, bah, ça marche pas. Ouais, je comprends. Donc il y a une certaine logique aussi à ça. Là, je fais l'avocat du diable parce que non, moi, mais je comprends ce que tu dis. Et en même temps, je vous voyais, vous aviez fait des calculs et tout, vous aviez quasi tous les chiffres. Et moi, j'étais là, 2, peut-être, je sais pas. Et j'ai quand même gagné. Je me dis, bah, quand même, c'est passé loin après. Je pense que t'avais genre 2 chiffres. Je suis une fraude. Non, mais t'avais quand même. T'étais pas si loin de nous non plus, mais bon. Mais après, par contre, il y a des variantes qu'on n'a pas testées qui peuvent peut-être améliorer c'est vrai. Le truc. Donc, on lui laisse une chance, quoi. À moi à retester. Voilà. Mais moi aussi, ça m'a donné envie. Marie, tu me parles et tu fais genre, ok, je reteste. Ouais. Moi, en fait, je veux l'émission que pour toi. Faut que tu me dises des choses. Eh bien, on va passer à notre 3e jeu de déduction pour lequel on va débattre donc aujourd'hui, qui se nomme Almost Innocent. Almost Innocent est un jeu de déduction coopératif avec une histoire progressive dans laquelle vous devez travailler ensemble à travers différents scénarios pour prouver votre innocence. Almost Innocent est un jeu créé par Philippe Attali et illustré par Satoshi Matsura. Il est édité par Matago et se joue de 2 à 5 à partir de 12 ans. Il est sorti environ. Il est sorti en 2023. Entre 2003 et 2022. Voilà. Devinez. Mais c'est plutôt 2023 du coup. Il coûte environ 33 €. Qu'est-ce qu'il y a à savoir, Marie, sur Almost Innocent ? Alors, c'est un jeu de déduction, figurez-vous. Mais non, attends. Mais si. C'est fou la vie. Mais un jeu. Alors, j'ai oublié la différence. Collaboratif ou coopératif, finalement ? Coopératif. Donc, nous avons. Et en même temps, collaboratif aussi. Les deux, voilà. On joue ensemble, où, quoi. Dites-vous ça. Où on gagne ensemble ou on perd ensemble, c'est coopératif, je pense. Parce que collaboratif, il faudrait qu'on se serve des autres, mais qu'on gagne seul. Là, je crois que quand même... En fait, je suis pas sûre. On gagne ensemble, là, c'est sûr. Oui, s'il y en a un qui perd, tout le monde perd. Oui, voilà, donc c'est ça. Alors, il faut que je remette mes idées en place. Mais ça ressemble un petit peu à un plateau d'échecs. En tout cas, c'est un tableau à double entrée. C'est une espèce d'enquête, finalement. Oui. Entre guillemets. Où il faut trouver une victime, l'objet du meurtre, enfin l'arme du crime, le mobile et le lieu. Et chaque joueur-joueuse se voit attribuer 4 cartes correspondant à chacun de ces items. On a chacun une petite grille cachée derrière un paravent, cachée des autres, où nous, on va cocher les cartes qu'on a. Ces cartes correspondent à notre joueur de gauche. Enfin, moi, par exemple, j'avais 4 cartes, c'était les cartes que Vincent devait trouver. Et tutti quanti, en fait. Et par un jeu de questions qui vont correspondre dont tout le monde va devoir répondre, on va devoir, au fur et à mesure, cocher nos cases, éliminer des cases, jusqu'à trouver les 4 cartes qui nous correspondent à chacun. Les questions, ça peut être c'est de 2 ordres. Soit on cible une ligne, une colonne, on dit est-ce que j'ai des cases attribuées
sur cette ligne ou cette colonne ? Oui, non, combien ? Soit est-ce que j'ai un lieu du crime, une arme du crime dans cette colonne ? Voilà, on peut être plus précis. Et c'est tout. Voilà. Et, et on tourne, on fait des tours de jeu comme ça où chacun choisit. Tout le monde pose cette question. C'est ça tout qui le est monde, assez tout le monde original. répond à la question qui a été posée. Et à la fin, le but, c'est que tout le monde ait trouvé ses 4 cartes sans se tromper, parce qu'on peut se tromper une fois, on a un petit coup de marteau. On peut se tromper 2 fois, on perd la partie. On meurt immédiatement. Donc en fait, il s'agit de poser les bonnes questions pour pouvoir aider les autres, sachant que, par exemple, si moi j'avais une ligne où Vincent il avait 3 cartes et qu'il fallait absolument qu'il le sache, ben, j'aurais posé une question sur cette ligne. Pas forcément sur mes cartes à moi, mais sur ses cartes à lui. Il faut pouvoir s'aider de soi-même, mais aussi aider les autres. Souvent, quand on a des infos. On part du fait d'aider les autres parce que c'est les infos qu'on a. Ouais, c'est ça. Exactement. Et vers la fin, quand on voit qu'on galère, on va se dire plutôt une question pour nous aider nous à la fin. Quoi. C'est ça, exactement. Et au fur et à mesure, comme c'est un tableau à double entrée, admettons dans une ligne, dans la ligne B, j'ai 2 cases possibles et dans la ligne 2, j'ai une case. Généralement, ça va se recouper en fait. C'est ce qu'on faisait à l'école en primaire finalement. Hein. Voilà. Mais oui, les tableaux à double entrée, attends. Et c'est très simple, ça va très vite. En plus, le matériel est très cool, les petits feutres, c'est Velleda, c'est très beau. Les visuels sont magnifiques. Ouais, vraiment. Les personnages. Moi, je pensais que c'était adapté d'une BD tellement ça paraissait. Graphiquement, c'est très beau. Et c'est très efficace, je trouve. On a gagné. J'ai fait une faute. C'est pas si facile. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas si facile. On pourrait se dire, bon, bah, une fois qu'on a mis toutes les cases, il nous reste 4 cases et voilà. Non, il y a quand même des petits calculs à faire et presque parfois des risques à prendre. Ouais. Si on n'a pas posé les bonnes questions, ou si on n'a pas eu assez de questions, ce qui était le cas, moi, il me manquait une question pour être sûr d'un truc, bah, fallait prendre un risque. J'ai pris un risque, j'ai loupé. Bon, on avait le droit à une faute, donc tout va bien. Mais c'est pas si simple, et en même temps, c'est pas non plus ultra compliqué à la fin, t'as aucune idée de c'est quoi tes cartes, quoi. Et donc, je trouve que la balance est très bien faite, et c'est satisfaisant à la fin. On n'est pas frustré, et c'est allé vite. C'est pas des parties ultra longues. Donc on peut en refaire à plusieurs, c'est assez fun. Sachant en plus que c'était un jeu Legacy. Oui, non, pas Legacy, plutôt... campagne. Campagne, voilà. Ouais. Parce que j'ai plus à... Parce qu'au fur et à mesure, on rajoute, je crois que dans la partie 3, on rajoute le coupable à trouver aussi. Ouais, c'est ça. Il y a de plus en plus de cartes à trouver. Il y a des cartes à trouver, après il y a même des pouvoirs, etc. Ouais. Et alors moi je suis hyper curieuse de jouer à la suite, parce que déjà le jeu me satisferait comme ça. Alors en plus, si c'est Legacy, campagne. Et ben ça me donne trop envie. Ouais. Puis il y a un vrai scénario. Genre on lit, il y a un lore qu'on lit au début. Ouais, complètement. Et je pense qu'à chaque partie, il y a du coup un bout de scénario différent. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je me suis dit aussi ? Je me suis dit un truc de fou. Attends, tu vas voir. Ah, on n'a pas dit, mais c'est médiéval fantasy, quoi. Ouais, c'est ça. Mais version pas que j'aime pas moi. Enfin, je veux dire, c'est pas dans des... C'est un peu, comment dire ? Ça fait un peu BD. Ouais, voilà, ça fait un peu BD. C'est pas le cliché de genre Donjons et Dragons, tu vois. Non, c'est pas ça. Non. C'est plus une version un peu... Je cherche un truc à comparer, enfant, mais enfant, où tu ça sais fait que c'est pour adultes. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Non, c'est très agréable à jouer. Et aussi, je trouve que quand on a nos cases, parce que du coup, on a un paravent où on coche des choses, etc. Quand on a ça, après, ça devient même un sudoku, je trouve. À l'intérieur même de notre truc. Où tu te dis, en fait, il suffit de régler un truc pour pouvoir régler d'autres trucs, mais tu sais pas. C'est exactement ce que je me suis dit. Et genre, t'es genre, mais qu'est-ce que c'est ? Et après, ah, mais oui, ok, en fait, s'il est en haut à droite, ça correspond pas, parce que t'en as un en colonne, mais une ligne, en fait, ça peut que être là. Et après, en réglant ça, tu fais, ah oui, donc ça y est, j'ai réglé le bleu, donc les autres bleus, je vais pouvoir les enlever. Ah, ok, exactement, donc, parce qu'il y a une ligne, on a une seule case, mais c'est que des verts, admettons. C'est que l'arme du crime. Je sais plus ça correspond à quoi, mais que l'arme du crime. Donc, c'est forcément, s'il y a des armes du crime ailleurs, ce sera pas celle-là, puisque on a une ligne, il y a que ça. Donc, on va forcément tomber dessus. Ouais, c'est hyper intéressant comme mécanique de déduction. Bah, j'ai hâte de jouer la suite. Ouais, c'est clair. Donc, on vous le conseille aussi. Mais dis donc, on conseille pas mal de choses aujourd'hui. On est ouf, hein. Mais c'est la déduction, c'est normal. C'est un bon thème. À part, peut-être, pour notre dernier... Non, quand même pas, mais bon, bref. On passe à notre dernier jeu. Et puis, puisque du coup, on vous parle de déduction, on va vous parler d'un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, donc, qui s'appelle... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chronologique Paris 1920. Donc, enquêtrice-enquêteur embarqué pour un voyage inédit avec Chronologique en jouant dans une époque qu'elle soit contemporaine, historique ou même futuriste. Ça, ils disent parce qu'il y a
des chronologiques qui vont sortir à d'autres époques. Pour l'instant, il n'y a que Chronologique Paris 1920, qui est un jeu créé par Johan Levé ainsi que Fabien Gridel et illustré par Yann Valéani ainsi que Arch Apollard. Il est édité par Ori Games. Il se joue par exemple de 1 à 4 et à partir de 10 ans. Donc, il est sorti cette année. Il coûte environ 24 €. Et donc, les deux autres époques vont sortir dans les 2 prochaines années. Je sais plus, il y en a un, c'est Babylone 2000 et quelques. Et l'autre... Et l'autre, je sais plus quoi, 1000 et quelques, un truc, voilà. C'est Chronicle of Crime. Ouais, ça fait très ça. Ça fait très Chronicle of Crime. Et il y a aussi 2 autres petits scénarios, par contre, de Paris 1920 qui sont sortis, parce que là, du coup, ça se joue avec des petits scénarios. Donc, il y a 2 autres scénarios qui sont sortis. Marie, j'ai envie de te demander, comment ça se joue? C'est marrant que tu demandes à moi tout le temps. Attends, je peux te demander à Vincent. Je te demande à toi, Marie. D'accord, ok. T'expliques mieux, c'est pour ça. Parce que Vincent, il est occupé là. Ouais, attends, il fait un truc ouais. plus. Alors, en fait, tout bonnement, si on vous a déjà parlé de Sherlock 13 ou d'Indice 13, ça ressemble beaucoup à ça. Si on peut se permettre de faire une analogie. Permettons-nous. Hein. Voilà. Alors, pareil, c'est un jeu d'enquête qui se passe dans l'Opéra de Paris. Si vous connaissez l'Opéra Garnier, magnifique opéra, si je peux me permettre. En 1920, il était comment? Il était superbe. Il était superbe. La boîte nous dit, attention, ça correspond pas totalement historiquement à l'opéra en 1920 pour des raisons de jeu. Eh oui. Merci de nous le préciser. Merci. Jamais on aurait deviné. Alors, le but est de trouver un coupable, parfois un mobile, parfois une arme du crime. Non, parfois pas l'arme du crime, une pièce plutôt, un lieu. Dans la boîte, il y a 3 scénarios. Donc 3 petites boîtes, et dans chaque boîte il y a plusieurs niveaux en fait de difficulté. 5 niveaux de difficulté pour le même scénario. Pour le même scénario, voilà, c'est ça. Admettons, le premier scénario qu'on a fait, c'était il y a un détective qui était à l'opéra la veille, il a été empoisonné, il est mort le lendemain empoisonné, il va falloir trouver qui l'a empoisonné, et pour trouver qui l'a empoisonné, il faut savoir qui était avec lui dans la même pièce, seul à seul. Alors du coup, dans quelle pièce et à quel temps de la soirée. Le jeu est découpé en 6 temps. Peut correspondre à des heures, admettons, heure 1, heure 2, etc. Et on a aussi un petit plan de l'opéra avec les différentes pièces. Et sur notre feuille de déduction qui est cachée des autres, on a un mini plan de l'opéra à chaque temps qu'on peut remplir avec les noms des gens et le nombre de gens qu'on peut mettre dans les pièces. Alors, comment on fait pour deviner? En gros, c'est des cartes... je sais pas comment on appelle ça, en fait. Je crois que ça a un nom particulier. Quand il y a des trous? Ouais, quand il y a des trous, ouais. C'est un truc très Johan Levé et Fabien Gridel, puisqu'ils avaient fait aussi Turing Machine. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à Turing Machine, exactement. En fait, on a une carte il y a 6 pièces. La grande salle, la scène, etc. Ces cartes-là, au dos, elles ont toutes les réponses à nos questions. Dans une espèce de grille qu'il ne faut absolument pas regarder. Il faut les placer sur des plaques, soit le temps 1 à 6, soit les 6 personnages. Et superposer les plaques aux cartes réponses, ça va nous donner des entrées pour la question que l'on pose. Admettons, je veux savoir au temps 1 qui il y avait dans la pièce, dans la salle, dans la grande salle. Je superpose et ça va me dire il y avait une personne et c'était cette personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les cartes réponses, c'est parce qu'on peut voir toute la grille entièrement, quoi. Et le but va être de poser chacun son tour des questions comme ça pour affiner nos recherches. Sachant qu'il y a une information qu'on donne à tout le monde, admettons le nombre de personnes, et il y a une information qu'on garde pour nous. Admettons, une de ces personnes parmi les personnes qui étaient, c'était qui. Et au fur et à mesure, on va trouver la réponse à la question, hein, sachant qu'à chaque scénario, il y a des questions différentes. Soit c'est juste qui, soit c'est qui, où, et puis j'ai pas vu les autres, donc voilà. Et voilà. Tout simplement, hein, je crois que... Oui, complètement. Il n'y a pas plus que ça. On peut juste associer temps et salle ou personnage et salle. Ouais. Voilà. Et parfois, le jeu nous permet de rejouer selon les cartes qu'on choisit. Si on n'a pas eu un truc ouf en révélation. Voilà, exactement. Et on peut arrêter le jeu à tout moment si on a la bonne déduction. On écrit notre déduction sur notre feuille secrètement et on lit la réponse secrètement aussi. Parce que si on s'est trompé, on est éliminé, les autres continuent de jouer. Si on ne s'est pas trompé, on dit qu'on a la bonne réponse et puis la partie se termine. Donc je trouve que ça ressemble beaucoup plus dans l'héritage à du Cluedo ou du Sherlock 13. C'est ce qu'on attend d'un jeu de déduction, en fait. Mais ce que je trouve marrant, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois
très bateau, on va dire, enfin bateau, en tout cas classique, Oui, c'est classique, dans le ouais, sens de la mécanique, voilà, enfin, très simple, voilà, etc., efficace, et chacun regarde un truc secret, et c'est le tour de l'autre. Mais en fait, c'est innovant dans le matériel, dans le fait que on va aller chercher un personnage et le mettre sur quelque chose, et ça nous donne la réponse... grâce justement à c'est pareil que pour même temps Cryptid, on se dit waouh, c'est bien fait parce qu'ils ont pu mettre complètement, oui, ça correspond tout adapté, forcément, voilà, exactement. etc. Mais je trouve que justement ce décalage il est bizarre dans le jeu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça marche beaucoup par l'innovation de ce matériel et cette édition, mais au final entre guillemets pour pas grand chose. Oui, je comprends tout ce que tu veux dire. Sans vouloir insulter le jeu non plus. Hein, non, mais je vois. Parce qu'en fait, c'est très innovant et en même temps, ce qu'on recherche, c'est très simple. Enfin, qui a tué le détective ? Faut juste à un moment donné trouver à quel moment il est dans une pièce avec quelqu'un d'autre, seul à seul, quoi. Et en fait, c'est très répétitif les tours. Tu vas poser les mêmes questions un peu à chaque temps et voir et ça, il y a un facteur chance qui est assez fort parce que moi, le deuxième scénario, c'était qui est le fantôme de l'opéra, donc qui est seul dans une pièce à chaque fois, à chaque temps. Et en fait, il s'avère que dès le premier tour, je tombais sur un truc un peu bizarre. J'ai suivi cette piste et c'était la bonne piste, mais je serais tombée sur quelque chose d'autre. Enfin, c'est... Oui. Tout dépend aussi, oui. Parce que au premier tour, c'est pas de la déduction, c'est un peu de la chance, concrètement. Et pareil pour le premier scénario où il y avait le truc du détective. Moi, j'ai essayé de faire en sorte de pas suivre le détective en me disant bon, je vais essayer d'explorer tout le jeu parce qu'il y a plein de personnages, etc. Et il s'avère que la personne qui avait trouvé, qui avait la réponse, c'était la personne qui avait suivi le détective qui était avec nous, qui était Raph, et du coup, on se dit, mince, donc peut-être que c'était la logique finalement à suivre. C'était un niveau 1, donc il fallait faire le truc le plus logique et en même temps. C'était dommage de juste. C'est dommage de faire des niveaux, même si c'est des niveaux 1, qui soient si logiques, quoi. C'est surtout qu'en fait, du coup, il n'y a pas vraiment de jeu si. Le choix, il n'y a pas de choix. Parce que le seul, finalement, truc du jeu, non, il y a le choix et après, il y a quand même à réfléchir un peu parce que juste, le truc intéressant, c'est le passage d'une pièce à une autre parce qu'on sait qu'ils peuvent. Ah oui, c'est vrai, je peux expliquer ça. On sait que les personnages peuvent passer qu'une seule. Oui, c'est ça. En fait, il y a des corridors entre chaque pièce et d'un temps à l'autre, d'une heure à l'autre, ils passent qu'une seule pièce. Ils changent forcément de pièce et ils peuvent aller que dans une pièce adjacente. Mais du coup, c'est facile de deviner à un moment donné le schéma, en fait. Moi, pour le fantôme de l'opéra, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait un schéma bizarre. Et en fait, c'était logique à la fin de trouver qui c'était. Mais après, ça peut aussi être difficile parce que des fois, les pièces ont plusieurs sorties possibles, etc. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que par contre, qu'il y a une réflexion sur... Enfin, moi, je commençais avec le deuxième scénario, je commençais doucement à prendre la voie de il faut une logique de la personne a été 3 fois dans des pièces comme ça, donc si elle n'y va pas 3 fois d'affilée parce qu'elle peut pas, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'était intéressant quand ça commence à réfléchir comme ça, mais c'est vrai que le début, et après ça s'arrêtait là, moi, donc du coup finalement c'était pas si intéressant parce que j'ai à peine commencé à réfléchir que t'avais trouvé. Mais par coup de chance au début. Mais par contre, je sais pas s'il faut rejouer plus, mais ça me paraît, on a fait quand même 2 scénarios sur 3. Parce qu'en plus, je me dis, une fois qu'on a fait les scénarios, même s'il y a les autres. Mais oui, c'est ça que je comprends pas trop. Mais je sais pas. C'est pas très clair. Ouais, qu'on teste. Ou alors que vous faites directement le plus difficile. Si vous voulez un truc un peu punchy. Et encore, on sait pas, parce qu'on l'a pas testé. Mais... Oui. Mais il faudrait qu'on voit, parce qu'effectivement, je me dis, il y a une rejouabilité, mais en même temps, on se dit, ok, il y a 15 possibilités, 15 scénarios, mais est-ce que 5, c'est quand même le même. Mais je crois que oui, parce qu'on s'est dit, on voulait passer au niveau 2 du détective et on s'est dit. Et en fait, quand on tournait la page, c'était la même chose. Il n'y avait pas de changement. C'est juste qu'il fallait répondre à une question supplémentaire, peut-être, ou... je sais plus. Ah oui. Ah oui, sachant que la base, on part avec une base. Au temps 1, le jeu nous donne qui est où. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on s'est dit, c'est bizarre d'un coup d'avoir une plaque temps 1 pour deviner qui est où dans la pièce, parce qu'on a déjà l'info. À part pour rejouer, ça sert pas à grand-chose. Oui, c'est vrai, on va sur temps 1, oui. On savait ça. Rejouer, du coup, mais du coup j'aurais pas joué ça s'il n'y avait pas eu la plaquette, mais oui. Oui. Et on a un plan de l'opéra aussi en grand qui sert pas à grand chose. Magnifique, moi j'adore l'opéra de Paris, c'est très cool, mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Je l'ai pas regardé une fois, quoi. Moi non plus. Mais le reste est très beau. Par contre, je trouve que le jeu est très bien fait, etc. En fait, c'est un peu frustrant parce que le jeu est bien fait et on sent des bonnes idées par-ci par-là. On sent que parfois ça va dans le bon sens. Mais après, par contre, au niveau du jeu, je me disais vraiment, juste on prend une carte, on refait, on prend une carte, on refait. Et pas que pour un truc, parce que Cryptid, on pourrait dire que c'est pareil. On pose une question, on refait, etc.
mais il y a tellement une avancée dans la tête. Mais oui, voilà, et c'est là, ça. le problème, c'est que l'avancée, elle se fait tout doucement Exactement. ou vite, mais si t'as de la chance. Donc, enfin, je sais pas, peut-être qu'on manque encore d'expérience, mais en même temps, je me dis, là, quand même, les deux scénarios qu'on a fait, ça a pas hyper bien fonctionné pour nous, en tout cas. Bah, franchement, vu l'expérience de jeu, autant jouer à Sherlock 13, où il y a juste des cartes et une feuille, et où ça dure 15 minutes, et ça coûte 13 balles, et pas, je sais plus combien. Ouais, là, c'était 30... non, 24. Non, ça va, 24, mais bon. Mais voilà, quoi, en fait, c'est la même... Je trouve que c'est la même expérience, avec des jeux très différents, et... Mais parce qu'en fait, c'est pas comme Turing Machine où l'expérience de la carte à trous, vu qu'on sait la pas carte à trous, ouais, c'est vrai, c'était ça, hein, le nom. Non, je pense que j'invente, mais la carte à trous donne un vrai truc où on oui, on est un peu excité machine, par... il y a des vrais calculs, il y a des trucs... ouais. Là, en fait, on oublie l'innovation, je trouve, du jeu, et du coup, c'est dommage parce que beaucoup tenaient là-dedans, donc il y a un peu un truc triste de... ça va pas assez loin par rapport au type d'innovation. Ouais, voilà. Ce qu'on cherche. Donc bon, voilà. Moi, je serais curieuse de savoir ce que d'autres en pensent. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Comme si vous nous croisez dans la rue, par exemple. Là, si vous nous reconnaissez. Bah, il n'y a pas de souci. Attendez. On est accessible. Si vous voyez quelqu'un avec un mouchoir, c'est que c'est moi. Donc, Eh bien, les débats sont maintenant terminés, mais l'émission pas tout à fait, puisqu'on passe à la dernière partie. Non pas le multi-quiz, parce que peut-être qu'on n'est plus que deux, Marie. Peut-être. Je dis ça, voilà. Mais une petite partie ciné-ludique. J'ai trouvé un jeu très bizarre à la fabrique. Un jeu ? Jumanji. Tu veux jouer ? Désolée, je ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Le je pense que je les ai lancés. Le je pense ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'en prie, range-le. Eh bien, Marie, oui, je ne sais pas si tu sais, mais sont sorties il n'y a pas longtemps 2 adaptations. Mais non. Du jeu de société Les Loups-garous de Ursula. Eh oui, je sais bien. Et donc, une adaptation donc, en film traditionnel sur Netflix et une autre en émission un peu télé-réalité enquête sur Canal+. Ouais. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu en pensais ? Alors, c'était à la place du quiz, un petit avis là-dessus. Eh ben, écoute, j'adore le loup-garou. Voilà, le jeu de base, je trouve ça trop bien. Enfin, je les joue depuis que je suis très petite, donc là, j'étais très contente de voir qu'il y avait plein d'adaptations d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a vendu des droits ou j'en sais rien, mais je pense que c'était une coïncidence, mais ouais, c'est marrant. Alors, commençons par l'émission de Fari et Panayotis. Qui est, oui, effectivement, une sorte de télé-réalité. Enfin, c'est un jeu grandeur nature, de jour en jour, il joue au loup-garou, voilà. Hyper intéressant. Moi, j'ai adoré parce que en fait, c'est une télé-réalité, mais ils ont pris que des gens très intelligents pour jouer. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, ça va corser le jeu. Donc, il y a un mentaliste, il y a une joueuse de poker professionnelle, il y a une journaliste. Enfin, voilà. Des gens qui ont beaucoup de skills dans le bluff et dans le retournement de cerveau. Et du coup, c'est hyper cool de voir une vraie partie de loup-garou en temps réel. Il y a des jours où ils ont des... Et en plus, c'est comment on dit ? C'est alterné. Ouais. Il y a une nuit où les loups tuent quelqu'un. Le lendemain, machin, il est mort, on enquête, on fait une quête pour avoir des pouvoirs. Et le soir, c'est un conseil où on élimine un potentiel loup. Ils vont dormir, il n'y a pas d'élimination du loup. Enfin, du coup, c'est bien alterné, je trouve. Et je crois 1 jour sur 2, je ne sais pas si c'est tous les jours, je pense que c'est 1 jour sur 2 où ils ont une quête pour choper un pouvoir, type la sorcière, la voyante, etc. Et les quêtes, c'est des jeux assez marrants. Où les loups, ils vont essayer de faire saboter la quête. Et c'est pas forcément... Et je trouve que c'est bien mené parce que on devine pas... Nous, au début, on sait pas c'est qui les loups. Et je trouve que c'est très dur à savoir. C'est pas un truc où tu te dis mais c'est lui, c'est sûr. Oui. Et du coup, on joue en même temps que les gens et c'est hyper agréable. Et Panayotis, Fari, je les aime beaucoup. Je trouve que leur petit aparté où ils font des trucs drôles, moi, ça me fait beaucoup rire. Et Mr V, que j'aime pas beaucoup, en général, qui fait le narrateur, il est hilarant. Il m'a fait mourir de rire du début à la fin. Du coup, c'est hyper agréable à regarder. Franchement, franchement, regardez si vous avez Canal ou si vous pouvez le trouver ailleurs. Parce que franchement, c'est hyper divertissant. Ah ouais, mais vraiment. Et c'est 6 épisodes, je crois. 8, je crois. Ou 8, voilà. Mais c'est tellement bien. Hein. Moi, j'aurais vers une soirée. Non. Bah oui, ça se mange en un coup. Mais attends. Une bouchée. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont tellement bien su mener scénaristiquement. Quand on donne des informations aux téléspectateurs, quand on ne met pas en données. Le montage et tous les décors sont cool. Tout est bien, au niveau l'esthétique, genre tout est très cohérent. Et ça respecte tellement le jeu de base quand même, tu vois. On pourrait se dire il dénature, mais ils ont vraiment les vraies cartes du vrai jeu de base. Et enfin, franchement, c'est un bel hommage, je trouve. Ah ouais, vraiment. Et l'autre film, tu conseilles l'autre? Et après, il y a un film sur Netflix avec Franck Dubosc. Alors, on a beaucoup ri.
Oui, on l'a regardé ça, tous c'est vrai. ensemble. On s'est dit, on se fait une petite séance pour amusez-vous bien. Donc c'était extrêmement drôle. On a fait un bingo de ce qui allait apparaître dans le film. On était pas mal au niveau du bingo. On a eu quelques-uns, ouais. Bon, bah... Tu conseilles pareil. C'est une comédie française. Voilà, déjà, si ça peut vous donner des indices. Il y a des très bonnes comédies françaises comme des très mauvaises. Bon, bah là, ça fait partie de la mauvaise comédie française. En fait, on aurait dit un film sur le Puy du Fou. Genre, grandeur nature. Et pourtant, je sens qu'il y a une intention de rendre hommage au jeu derrière. Tu vois, il y a un truc un peu innocent. Mais c'est quand même dur. C'est pas... Bon. C'est mal joué, c'est pas très beau, c'est tout un peu kitsch. Voilà, quoi. Regardez-le parce que bon, c'est facile à voir. Regardez-le entre amis en faisant un bingo. Là, vous allez avoir une soirée de divertissement de fou. De fou. Voilà. Mais un des deux est plus conseillé que l'autre. Ouais. C'est la fin de votre programme. Amusez-vous bien. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci à Marie pour tes précieux avis. Merci à Vincent qui est là dans un coin pour ses avis également. Merci. De loin. Coucou, oui, voilà. Merci à Lily pour la réalisation. On vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle aventure ludique. On se quitte avec la chanson Excalibur de Étienne Dufresne parce que je tiens aussi quand même à remercier la boutique Excalibur de Montpellier pour leur support. Si vous êtes donc du coin, eh bien, allez faire un tour là-bas et puis d'ici là, amusez-vous bien. Ma vie en carton, je sais pas ce que j'y cherche encore. Ça prend du temps, crois-moi, à réveiller un mort vivant quand l'été se sauve en courant. Perds pas ton temps comme ça. Toi qui aimais le cinéma, me semble que tu vaux mieux que ça. J'ai plus le temps, crois-moi, d'essuyer toutes les blessures, compter les trophées sur vos murs. J'ai plus le temps que toi, enfiler toutes les armures, tirer sur Excalibur. En son temps, il est pas payé à l'heure. J'ai fini d'attendre après le bonheur. En son temps, il est pas payé